Ok, on se retrouve dans ces capsules sur le cours de modèle linéaire appliqué. Donc, une petite capsule, donc la numéro 10 sur les moindres carrés, où je vais parler un peu de ce qui s'appelle les problèmes de diagnostic. Donc, je vais juste basculer sur mes slides, ce sera plus simple. Euh, alors, donc la notion de diagnostic, je vais peut-être aller directement au cœur de ce que je veux raconter. On avait construit un modèle linéaire. D'accord. Donc, de manière générale, un modèle linéaire, c'est quelque chose qui a la forme y égale x bêta plus epsilon. Okay. Donc, vous avez une variable qui vous intéresse, des variables explicatives, tout ça est mis sous une forme matricielle, il n'y a pas de souci. On avait essentiellement fait une première partie qui était est-ce que je peux estimer mon modèle. Okay, donc, on avait fait ce qu'on appelle la phase d'estimation d'inférence, où on avait fait des hypothèses, okay, qui nous permettaient de construire un estimateur, d'avoir ses propriétés, des intervalles de confiance, de faire des tests et ce genre de choses. Donc ça reste quelque chose de relativement standard. Le principe de base de la démarche scientifique, normalement, c'est effectivement de faire des hypothèses, d'avoir des conclusions, mais à un moment, il faut quand même se poser la question de est-ce que j'avais vraiment le droit de les faire, ces hypothèses. Donc c'est la deuxième étape, qui est celle dont on va parler un petit peu aujourd'hui, qui est la phase dans ce qu'on appelle la validation ou diagnostic, c'est est-ce que j'avais le droit de faire les hypothèses que j'avais faites. Donc par exemple, j'avais supposé la première hypothèse, qui était l'hypothèse assez centrale, en fait, c'était l'hypothèse H1, qui était de dire que ma matrice est de plein rang, ok, ou que ma matrice, en tout cas, est au moins inversible. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai des variables qu'on va appeler multicollinéaires, c'est-à-dire qui sont très, très, très corrélées ensemble? Dans ces cas-là, il est possible que numériquement, j'ai un souci. D'accord. Donc, à un moment, il faut peut-être regarder juste est-ce que cette hypothèse d'inversibilité, elle est pertinente et elle a du sens? Et est-ce que je n'aurais pas pu tomber numériquement sur un problème purement numérique dans le calcul de mon aversion quand j'essaie de dire je vais faire x transposé x moins 1, est-ce que ce moins 1 il est numériquement valide? Okay. Donc il y a une première question qu'on va se poser, c'est ce genre de choses. Toutes les autres hypothèses c'est quoi? C'est des hypothèses de loi normale, si jamais j'ai un échantillon de petite taille, de variance constante, donc on pourrait éventuellement faire des tests d'hétérocédacité, ce genre de choses. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est que les autres hypothèses, essentiellement H2, c'est des propriétés des résidus. Okay. Donc, on va se poser ici pas mal de questions sur les résidus et se poser donc vérifier que les hypothèses, en particulier les hypothèses autour de H2, sont valides ou pas. D'accord. Donc, je mets de manière générale les autres hypothèses. L'hypothèse H3, c'est une hypothèse un peu technique qu'on ne vérifiera pas. Okay. Mais ces hypothèses H2, donc le H2, le H2 TCL, le H2 gaussien, on pourrait quand même se demander est-ce qu'elles sont pertinentes. Okay. Donc on peut se demander est-ce que notre modèle a du sens. Je vais parler un petit peu aussi de la validité du modèle. Donc par exemple, est-ce que j'ai effectivement vraiment besoin de mettre ma variable x2 ou est-ce que j'ai besoin de mettre la variable x2 au carré ou est-ce que j'ai besoin de prendre le logarithme? Donc je suis en train de préparer une capsule qui arrivera sûrement plus tard sur les transformations. Okay. Donc, quand je vous dis que je voudrais mettre ma variable, voilà, quand je vous dis la taille dépend du poids, ok, je fais un modèle sur la taille et le poids, parce que dans ma base de données, elles sont en taille et en poids. Mais j'ai les tailles en centimètres, les poids en centimètres. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais le logarithme des tailles, le logarithme des poids? Ou peu importe, des transformations. Et pourquoi est-ce que j'ai pris les observations que j'avais telles quelles sans essayer de les transformer? Voilà. Donc, je vais essayer de parler un petit peu de ça. J'en parlerai un petit peu avant quand je parlerai d'estimation non linéaire, où j'essaierai de me dire est-ce que je peux trouver une fonction, une transformation de ma variable explicative. Mais la question se posera de manière générale de pourquoi est-ce que je mets mon régresseur X comme ça dans ma régression, sans essayer de le choisir. On parlera aussi de validité de modèle. Donc, supposons que je fasse ma première étape, je me dis, tiens, je vais faire une régression sur X1, X2, X3. Puis à côté, je fais un autre modèle sur, je sais pas moi, X2, X5, X7. Okay, donc, je construis deux modèles et après. Okay, donc, comment est-ce que je fais pour comparer les modèles, par exemple? Donc, ça va un peu au-delà de la phase de validation, okay, mais si jamais il y a un modèle qui se comporte mieux, peut-être qu'il est plus pertinent en tout cas que l'autre. Okay. Donc, ce qu'on va discuter dans cette capsule et dans les prochaines, c'est ce problème de validation, okay, de modèles. J'aurai une capsule dédiée à la sélection de modèles, ce qui répond plutôt à la dernière question, mais là on est plutôt dans les discussions autour des hypothèses. Donc, le problème de diagnostic, c'est celui qui va se poser la question de qu'est-ce que je peux dire de mes résidus. En fait, pour savoir si un modèle est bon ou pas,
Donc on a construit notre estimateur, on se demande si jamais il a du sens, on va regarder les résidus. Okay. Si jamais je veux vous remettre dans un contexte que vous connaissez mieux, qui est celui de la StatMat, je peux faire une hypothèse, genre j'obtiens des données, je me fais une hypothèse, tiens, je vais supposer que mes lois suivent le log normal, j'estime mes coefficients, j'estime mes paramètres, je fais des intervalles de confiance, tout ce que je veux. Et à un moment, il faut que je me dise, est-ce que j'avais raison de faire ce modèle? Okay. C'est que tout ce que je construis, c'est basé sur l'hypothèse quand même que mon modèle était bon. Ouais. Donc, voilà, c'est juste un questionnement de est-ce que tout ce que je fais a du sens? C'est vraiment, est-ce que c'est valide? Voilà, c'est ça la question de fond de ce qui va arriver maintenant. Ok. Donc le point très important sur la validité, et c'est pour ça que je vais commencer avec ça, et je l'ai déjà dit oralement, c'est ces notions d'erreur. Okay. Donc les notions d'erreur, c'est le point important parce que c'est ce qu'on va regarder, et c'est encore plus vrai quand on va quitter les modèles linéaires, quand on veut savoir si un modèle est bon ou pas, on essaie de comprendre quand est-ce qu'il se trompe. C'est essentiellement ça, la manière dont on valide un modèle, c'est non pas de regarder une espèce de validité interne en regardant comment je l'ai construit, ce qu'il y a dedans, peut-être avec des théories. Je pourrais avoir une théorie qui me dit, si jamais je veux prédire le nombre de cyclistes sur la route, je peux regarder la température, mais il y a peut-être une théorie qui me dit, en fait, c'est la racine carrée de la température ou le logarithme de la température qui est important. Okay. Bon, la température, des fois, est négative, donc ce n'est pas forcément un exemple pertinent, mais disons, je peux avoir des théories, je ne sais pas trop, physiques, socio-économiques ou whatever, qui me diraient que j'ai certaines transformations à faire. Okay. Donc ça, c'est une espèce de validité interne de mon modèle, mais si jamais je veux regarder, si jamais je vois ça comme étant une boîte dans laquelle je mets des inputs et des outputs, pour voir si un modèle est bon, il faut avoir des données, puis je regarde ce que j'ai obtenu en prédiction et ce que m'a donné mon modèle. Et je regarde cette différence. Donc c'est vraiment l'erreur qui est le point le plus important quand on veut analyser ce qui s'est passé. D'accord? Donc, les erreurs sont un point important. Maintenant, c'est pas malheureusement, les erreurs, je ne les aurais pas. D'accord? Dans le sens où, si jamais j'avais des erreurs, j'aurais mon modèle. Ce qu'on va obtenir, c'est les erreurs obtenues sur notre modèle, c'est-à-dire notre epsilon chapeau. D'accord? Donc, on a quand même quelques propriétés. Donc, l'hypothèse H2 me dit les résidus, le modèle, l'erreur sous-jacente, elle est centrée. Elle est homocédastique de variance constante, les observations sont indépendantes. Okay. Donc on a cette propriété sur nos résidus fondamentaux, nos epsilon. Okay. Quand je regarde ce qui se passe sur mes epsilon chapeau, j'ai une propriété qui est un peu du même ordre. Okay. Donc je récupère que mes epsilon chapeaux sont centrés, donc ce qui va correspondre à ce qu'on avait empiriquement en tout cas sur la condition du premier ordre, okay, qui me dit qu'effectivement la somme de mes résidus en tout cas vaut 0. Et effectivement, l'espérance de mes résidus estimés, encore vu en tant que variable aléatoire, etc., vaut 0. Et par contre, quand on regarde la variance de mes résidus, donc on arrive à cette formule importante qui est que la variance de mes epsilon chapeau, c'est sigma 2 i moins h. Okay, où h, c'est ma matrice de projection. D'accord. Donc cette formule, on l'avait déjà aperçue un moment dans les slides. Okay. Je l'avais un tout petit peu argumenté. Les résidus, malheureusement, ne sont pas exactement, les résidus qu'on a construits, les epsilon chapeau, ne se comportent pas exactement de la bonne manière. En tout cas, il y a un petit souci sur la variance, okay, où j'ai quelque part une variance un peu trop faible. Okay. Donc j'ai du I-H. Encore une fois, I-H, c'est une matrice de projection. C'est une matrice. Donc je l'avais évoqué cette propriété pour vous dire que le rang de cette matrice, c'était du N-P. Okay. Donc quand je construis mon estimateur de sigma chapeau carré, c'est du 1 sur N-P, la somme des epsilon chapeau carré. Okay. Donc j'avais déjà un petit peu évoqué cette propriété du fait que la variance de mes résidus, c'était de mes résidus estimés, c'était sigma 2 multiplié par cette matrice de projection sur l'orthogonale. Okay. Donc cette matrice, c'est P de X orthogonal. D'accord. Donc, quand on a des données qui sont avec une variance qui n'est pas forcément très simple, on va toujours essayer de normaliser. D'accord. Donc ça, c'est une hypothèse assez classique en stats qui consiste à transformer un peu nos données. Okay, de se dire, finalement, je ne vais peut-être pas regarder mes epsilon chapeau, mais je vais regarder une version normalisée. Donc, comment je fais pour récupérer une version normalisée? C'est simple. La version classique de normaliser une variable xi, c'est de dire je vais transformer xi en xi moins sa moyenne et je vais diviser par son écart type. Donc je vais prendre la racine carrée de l'estimateur de la variance de mes xi. Okay. Donc l'avantage, c'est que mes données sont centrées. X bar chapeau, ça vaut 0. Donc je n'ai pas besoin de soustraire en tout cas le x bar. Donc ici, j'ai rien à mettre. D'accord.
Donc, je mets absolument rien ici. Donc, j'ai bien mon epsilon chapeau et je divise par l'écart type. Okay. Donc, mon écart type, comment je le récupère? Ben, encore une fois, sur les termes diagonaux, je récupère mes variances. Donc, ma variance, ça va être quelque chose en sigma 2, 1 moins HII. Okay. Donc, quand je veux récupérer l'écart type, ben, j'ai tout simplement sigma chapeau, racine carrée de 1 moins HI. Okay. Donc, le résidu normalisé va correspondre à un epsilon t chapeau divisé par sigma chapeau, racine carrée de 1 moins HI. Okay. Donc, on voit apparaître une grandeur qui va être importante, c'est ce HI. D'accord. Donc, peut-être que ce sera intéressant d'aller regarder les propriétés de cette grandeur-là, parce que qu'est-ce qui se passe si jamais cette grandeur-là elle est proche de 1? Okay. Dans ces cas-là, on aura un résidu qui serait très 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 important, ou au contraire, si jamais on est proche de, alors si jamais on est proche de 0, dans ces cas-là, on a notre résidu de base. Okay. Mais de manière normale, en fait, on devrait avoir un résidu qui est encore une fois, j'avais dit que la variance serait un peu plus grande. Donc, si jamais je veux corriger pour avoir une variance qui soit plutôt pour corriger de cet effet-là, on va avoir envie de diviser par ça. D'accord? Donc, on va s'intéresser un petit peu à cette grandeur-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les résidus normalisés. Alors, cette loi, elle n'est pas connue. La loi de ce truc-là n'est pas connue. D'accord? Même avec des hypothèses assez fortes, ça reste un objet qui est un petit peu mystérieux. Alors, ça reste quelque chose qui nous intéresse parce que c'est quelque chose qui est centré et c'est quelque chose qui est de variance unitaire. D'accord? Mais je n'ai pas sa loi. D'accord. Et encore une fois, les lois, c'est important quand on veut faire les tests. Donc, peut-être qu'on pourrait quand même le visualiser. Donc, il y a des sorties de R qui vous permettent de visualiser ces résidus. Okay. En particulier, quand vous faites une régression, il y a une fonction qui marche, qui est la fonction plot de votre régression, qui vous donne plein de choses, ce qu'on appelle des diagnostics. Donc, qui peut vous renvoyer jusqu'à 6 graphiques, et en particulier, qui vous en renvoie plusieurs construits autour de ces résidus normalisés. Okay. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Alors, comment est-ce que je vais... qu'est-ce que je peux utiliser? Alors, des fois, on ne va pas utiliser explicitement ces TI. Il y a un autre type de résidu qui va nous intéresser, que je vais vous présenter maintenant, qui est une base... Enfin, pardon. L'idée, c'est de travailler sur une base de données dans lesquelles j'aurais enlevé une observation. Okay. Donc, au lieu de regarder mes epsilon, donc on a vu qu'on avait nos epsilon i qu'on ne pourra pas avoir, on a nos epsilon chapeau i. Je vous ai dit qu'on pouvait les transformer pour avoir quelque chose qui serait centré réduit. Il y en a un autre qui va nous intéresser, c'est celui que je vais construire ici, qui est le epsilon i chapeau, parenthèse i. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, qu'est-ce qui se serait passé si jamais j'avais pas eu la IM observation? Qu'est-ce qui se serait passé si jamais j'enlevais l'observation de ma base de données, je construisais mon modèle, je faisais une prévision avec mes autres données, et je construisais mon résidu. Okay. En particulier, on va voir qu'il y a des propriétés en lien avec ce que je racontais tantôt. Donc, cette méthode-là, elle est intéressante. Dans le jargon actuel, on va appeler ça des méthodes de validation croisée. Donc, on fait du leave one out. J'enlève une observation, je construis un modèle, je fais une prévision dessus. Okay. Donc, techniquement, je récupère, donc j'avais ma base de données avec mon Y, j'avais mon X, j'ai mon bêta et j'ai mes résidus. Okay. Si jamais je veux récupérer des informations sur ce qui se passe sur la IM observation, je vais supprimer la IM ligne, okay, et je vais essayer de construire mon estimateur, enfin mes prévisions et tout ça. Okay. Donc, première étape, j'enlève la ligne I de ma matrice. À partir du moment où j'ai enlevé la ligne I, puis j'enlève aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'enlève aussi le YI. D'accord. Donc, je peux construire mon estimateur. Donc, mon bêta chapeau sans ma IM observation, c'est quoi? C'est tout simplement X transposé sur la matrice dans laquelle j'ai enlevé la IM ligne multipliée par XI, dont je prends l'inverse et je multiplie ça par la matrice XI transposé Y, où j'enlève ma IM observation. Okay, ça va me donner une prévision. Okay, une fois que j'ai récupéré ma prévision, je peux récupérer un résidu. C'est tout simplement la différence entre ce que j'observe et ce que m'aurait donné mon modèle construit sur une base plus petite. Okay. Et voilà, j'ai une grandeur qui peut être intéressante parce que cette grandeur n'est pas influencée par ma IM observation. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être important d'un point de vue statistique, qui va être important d'un point de vue statistique, c'est d'avoir des grandeurs qui ne dépendent, que je construis, mais qui ne dépendent pas des observations sous-jacentes. Okay. Alors, on peut montrer, de manière assez intéressante, c'est qu'en fait, cette grandeur que je construis, c'est tout simplement le résidu qu'on avait estimé
divisé par 1 moins 1 HII. Ok, donc on revoit apparaître cette histoire de H moins 1 II d'une manière un peu différente. Donc tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que mon T, je le récupérais comment? Je le récupérais en disant que je prenais mon estimateur. Donc ça, l'idée, c'était de centrer. D'accord? Donc je divisais par un sigma chapeau racine carrée de 1 moins HII. Okay, ici, la finalité n'est pas la même. La finalité est d'avoir un résidu qui ne serait pas influencé par l'observation sous-jacente. Okay, et ce qu'on peut montrer, c'est que ce résidu, il est aussi lié à mon epsilon chapeau, donc à mon résidu réel, sauf que je vais le corriger par ce 1 moins HI. D'accord? Donc on voit que les HI vont sûrement avoir un rôle à jouer important pour savoir ce qui se passe dans mon modèle, pour faire l'analyse et du diagnostic de validité de mon modèle. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser. Cette formule, elle est pratique parce que elle vous dit qu'en fait, je n'ai pas besoin de construire n modèles. Je n'ai pas besoin de me dire, j'enlève la première observation, je fit un modèle, je construis ma prévision, je récupère mon résidu. J'enlève ma deuxième observation, je fit mon modèle, je récupère ma prévision, je récupère mon résidu. J'enlève la troisième observation. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai une formule directe qui vous dit, vous avez vos observations, vous récupérez votre matrice H, mais ça vous l'avez automatiquement. Encore une fois, la matrice H, c'est la matrice de projection, c'est-à-dire que c'est X, X transposé X moins 1, X transposé. Donc je l'ai automatiquement, en fait, dès le début. Et j'ai juste à me dire, je prends cette matrice H, je prends les éléments diagonaux, je prends 1 moins H, okay, et je prends tout simplement mes epsilon chapeaux divisés par les valeurs de la diagonale des 1 moins H. Okay, tout simplement. Donc, cette méthode-là me permet de récupérer des résidus qui ne vont pas dépendre de mes... qui vont être corrigés, qui ne vont plus dépendre de ma IM observation. Okay, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a une propriété qui ressemble à celle qu'on avait auparavant, c'est-à-dire que la variance de ces estimateurs, elle est de cette forme-là. Le gros intérêt, c'est que tout d'un coup, je vais pouvoir récupérer un estimateur un petit peu particulier, qui va être un estimateur de mon sigma chapeau, qui va être obtenu quand j'ai enlevé la IM observation. Le gros intérêt de cette méthode-là, c'est que quand tout d'un coup, je remplace mon sigma chapeau par cet estimateur que j'ai construit là, cet estimateur, je connais sa loi. Okay, donc c'est un tout petit peu théorique, je suis désolé de passer par là, mais en fait, c'est ce qui est fait sous R au niveau des calculs. Donc si vous voulez comprendre de manière fondamentale ce qui se cache, ce qu'on appelle les résidus studentisés, donc les studentized residuals, ils sont construits non pas en prenant les TI qui étaient construits en prenant les epsilon chapeaux divisés par les sigma chapeaux racine carrée des 1 moins HI. Okay, j'ai un petit souci technique qui est essentiellement dû au fait que ce sigma chapeau, il me gêne. Il va me gêner parce qu'il va dépendre de mes observations sous-jacentes. Okay, on va passer par une substitution par un estimateur un peu plus intéressant qui ne va pas dépendre des epsilon i. Okay, et donc là, on a une propriété qui nous dit que cet estimateur suit une loi de Student. Okay, moyennant toujours mon hypothèse de normalité de mes résidus. Okay, c'est un tout petit peu technique, mais voilà, les résidus studentisés que vous obtenez sous R sont construits de cette manière-là. Donc il y a deux choses à retenir, la deuxième étant un peu moins importante, je pense, que l'autre. La première, c'est que mes résidus, ça peut être bon de les corriger. Je vais les corriger en tenant compte de ce qui se passe sur la matrice de projection, sur les HI, en particulier de regarder la distance entre mes HI et 1. Okay, si jamais je suis loin, il n'y a pas de souci. Sauf que si HI commence à être proche de 1, il va falloir faire attention à l'interprétation des résidus. Okay. Et je reviendrai sur l'interprétation de cette matrice chapeau H, et en particulier des termes diagonaux. Donc, première étape, c'est que ça peut être bon soit de prendre les epsilon chapeau divisés par les 1 moins HI. Pourquoi? Parce que cette grandeur-là, ça va être vos résidus en leave one out, ça va être ça obtenu si jamais vous aviez enlevé la IM observation de vos données. L'autre stratégie est de considérer les epsilon chapeau divisés par la racine carrée des 1 moins HI. Okay, ce truc-là devrait vous donner des choses qui sont centrées et de variance sigma carré. Donc on va aussi diviser par sigma pour récupérer quelque chose de centré réduit. D'accord? Donc ça, c'est l'idée générale. Le deuxième point sur lequel je rebondissais, c'était juste de dire, attention, ce sigma chapeau n'est peut-être pas le bon estimateur et on va le changer un tout petit peu. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu secondaire, donc je ne vais pas insister trop là-dessus. D'accord? La seule chose, c'est qu'il y a des justifications théoriques. D'accord? Et en particulier, on a des variances beaucoup plus homogènes. Donc regardez la distribution des TI I entre parenthèses, c'est-à-dire ceux dans lesquels j'ai corrigé mon écart type, peut être intéressant. Donc sous R, quand vous faites plot de votre régression, plot d'une fonction LM, vous allez récupérer
une distribution de vos résidus, et c'est ça qu'on va regarder plutôt que votre fonction residuals. Okay, je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà, on peut faire des tests pour voir si jamais on est sur des points, ce qu'on pourrait appeler aberrants. D'accord. Donc ça va être un concept qu'on utilisera un petit peu dans la terminologie. Donc une donnée est aberrante si jamais son résidu il est grand, mais quand on parle de résidu grand, on ne regarde pas les epsilon, okay, enfin les epsilon chapeau, on va regarder plutôt les TI, les TI construits avec cette petite correction. Okay. Donc regardez les résidus, ça vous permet de comprendre ce qui se passe. Donc il y aura deux concepts qui vont être importants dans cette capsule. Il y aura la notion de point aberrant et la notion de point influent. Et j'essaierai de faire la distinction entre les deux. Point aberrant, c'est juste dans votre régression, vous aviez une droite de régression comme ça. Tout d'un coup, il y a un point qui se retrouve très très loin. Donc ce point, on va le dire comme étant aberrant. Mais voilà, après, c'est peut-être possible aussi d'avoir des points qui sont très très loin. Mais c'est juste que généralement, vos résidus, ils étaient à peu près autour de votre modèle. C'est juste que là, tout d'un coup, vous êtes très très loin. D'accord. Donc on se dit effectivement que nos résidus, alors, on va essayer de les corriger, vont tenir compte, enfin, vont être un petit peu gaussiens. Donc si jamais j'ai peu de données, on retrouve notre loi de Stullen. Okay. Si jamais je m'en éloigne trop, donc si jamais ma statistique est trop éloignée, j'ai envie de dire que j'ai un point aberrant. D'accord. Donc on aura des détections de points aberrants. Donc les points aberrants, c'est un problème compliqué. Encore une fois, il y a des livres entiers sur le sujet. Les points aberrants, il faut faire avec. Voilà, c'est juste que votre modèle n'est pas bon. Donc soit vous essayez de trouver pourquoi il n'est pas bon. Okay, de voir éventuellement si jamais il n'y a pas des variables en X qui seraient un peu particulières. Est-ce qu'il a des caractéristiques qui vous permettent de l'isoler du groupe et de vous dire peut-être que pour ce point-là, fallait tenir compte d'autres effets. Okay. Mais les points aberrants vont être importants, mais on ne peut rien y faire. C'est que c'est peut-être possible d'avoir des valeurs complètement aberrantes, surtout en assurance. Okay. En assurance, c'est le genre de... Alors, ce sera des modèles un peu plus compliqués, mais un modèle assez classique pour modéliser les coûts de sinistre, c'est des modèles log normaux. Un modèle log normal, ça revient juste à dire que le log des coûts, c'est une loi normale. Donc en gros, je peux faire un modèle linéaire sur le logarithme des coûts de sinistre. Donc si vous prenez les coûts de sinistre en assurance auto, même en responsabilité civile, ça reste dans 99% des cas, les sinistres sont de coûts assez modérés. Et puis tout d'un coup, vous avez le sinistre à 5 millions de dollars parce que vous avez un assuré qui a percuté quelqu'un sur un passage piéton et qui l'a mis dans un état végétatif pendant plusieurs années. Okay. C'est pas que ça ne va pas se reproduire, donc il ne faut surtout pas faire un modèle qui ne tienne pas compte de cette donnée. Mais cette donnée, elle est un peu particulière, donc c'est ce qu'on appellera un point aberrant. Okay. Donc ça va être quelque chose d'important. Et ce qu'on a vu, alors, désolé, j'ai encore un petit problème de transparent. Donc ce qu'on a vu, c'était l'importance de cette matrice H. Okay. Donc la matrice H, elle intervenait, et en particulier la position de ces points sur la diagonale. Donc les HI étaient quelque chose de relativement important. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ces HI, enfin, cette matrice H, déjà, la matrice H, on l'a vu, c'est cette matrice dont je vous parle depuis un petit bout de temps maintenant. C'est cette matrice de projection, X transposé, X moins 1, X transposé, okay, qui joue, encore une fois, qui est essentielle parce que ça permet de comprendre ce que c'est qu'une régression. C'est jamais qu'une projection orthogonale sur la combinaison linéaire des variables explicatives. Okay. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle va nous permettre, en plus d'aller plus loin, c'est qu'au-delà du rôle qu'elle joue en inférence, c'est qu'analyser cette matrice-là va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre régression. D'accord. Donc je vais noter H parce qu'essentiellement tout le monde appelle H cette matrice. Donc c'est ce qu'on appelle la hat matrix, la matrice chapeau. Ok, H, qu'on va pouvoir interpréter. Alors en particulier, on avait vu qu'on n'allait peut-être pas tout interpréter. Le point intéressant, c'était les termes diagonaux. En fait, si je regarde à quoi me sert cette matrice, ce que me dit cette matrice, c'est que on avait cette expression qui nous dit tout simplement que les Y chapeau, encore une fois, prenez votre petit dessin, j'ai mon Y qui se trouve là, okay, j'ai mon vecteur Y, je vais faire sa projection orthogonale, et je récupère mon Y, pardon, j'ai mon Y chapeau. Okay, donc techniquement, Y chapeau, c'est la projection de ma variable Y. Donc si jamais j'oublie cet opérateur de projection, j'ai ma matrice. Encore une fois, la projection est un opérateur linéaire, donc ça peut se transcrire sous la forme d'une matrice. La matrice associée, c'est ma matrice H. Donc j'ai que Y chapeau, c'est H fois Y. Okay. Donc si je regarde ce qui se passe, donc je vais vous le faire sur un petit dessin, mais ici j'ai ma matrice 1 Y, je dis que c'est ma matrice carrée, donc ma matrice H c'est une matrice carrée multipliée, pardon, Y chapeau,
c'est ma matrice H multipliée par Y. Ce que ça veut dire, ce produit matriciel, c'est quoi? C'est que si je regarde le IM terme, pardon, désolé, le IM terme associé, le IM terme, il va se trouver ici, la prévision que j'obtiens pour ma IM observation, ce que je dis, c'est quoi? Désolé, c'est que je vais récupérer les valeurs qui se trouvent sur la diagonale ici. D'accord? Donc je vais récupérer ici les valeurs HI1, je vais aller jusqu'à HIN, multipliées par mes Y1, YN. D'accord? Donc c'est vraiment l'approche classique du produit matriciel qui est jamais qu'un produit scalaire entre la ligne I et la colonne J. Ici, ma colonne J, c'est juste que j'ai un vecteur scalaire. Okay? Donc en fait, cette écriture, je peux la décomposer en sortant un des termes qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le terme qui va dépendre de YI. Et ce qu'on montre, tout simplement, c'est que YI chapeau, c'est HII, YI, plus les autres termes. Donc en fait, le YII, c'est quoi? Il a une interprétation très très simple, c'est de dire c'est le poids qu'aura l'observation I dans ma prévision. Okay, donc j'ai toutes mes données, Y1, YN, donc j'ai les données que j'ai observées. Ce qu'on avait dit, c'était que fondamentalement, les YII, c'était des combinaisons linéaires de mes observations. Et ce qu'on voit, c'est que le terme HII, c'est le poids qui est attribué à la valeur en YI. Alors, ces HII, ils ont une interprétation un petit peu particulière. En particulier, on peut montrer qu'ils appartiennent à l'intervalle 0,1. Okay, donc ça vient d'où? Ça vient essentiellement du fait que c'est une matrice de projection. C'est une matrice de projection. Le déterminant de cette matrice, les valeurs propres, c'est soit des 0, soit des 1. Okay, le déterminant vaut 0, c'est une matrice qui n'est pas inversible parce que la dimension de l'espace, votre opérateur est en dimension n, la dimension sur laquelle on va projeter, c'est en dimension le rang de votre matrice X, donc c'est toujours plus petit que la dimension de départ. Okay, par définition de l'hypothèse H1, ma matrice X n'est pas de plein rang, donc ma projection n'est pas inversible. En tout cas, je ne peux pas revenir, une fois que j'ai fait mes prévisions, je ne peux pas retrouver les valeurs de départ. Okay, c'est ça que ça veut dire. Okay, donc, j'ai des valeurs propres qui sont dans 0,1, donc on a des valeurs dans 0,1. Ce qu'on peut même montrer, c'est qu'en fait, il y a des cas qu'on peut interpréter. Okay, on peut regarder, il y a des cas on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand on est proche de 0, quand on est proche de 1. Alors, quand on est proche de 1, ça veut dire quoi? C'est ce que je dis ici, en fait. C'est que alors, les termes à droite sont, encore une fois, mes HI sont des termes positifs. Okay, donc, si cette valeur-là, elle est proche de 1, et j'ai pas mis la somme, mais la somme des HI vaut P. Okay, donc, dans ces cas-là, ça veut dire que les coefficients qui sont ici, ils ont une valeur qui est généralement assez faible. Encore une fois, j'ai peut-être 200 observations. P est égal à 1 ou 2. Okay, donc, si jamais j'ai déjà ici un coefficient qui vaut 1, si jamais je régresse sur deux termes, P est égal à 2, ça veut dire que la somme de tous ces termes, ça vaut 1. D'accord? Donc, j'ai la somme de 199 termes qui vaut 1, donc ça veut dire à peu près que mes HIJ, ça vaut à peu près quelque chose en 1 sur n. Okay, donc, c'est beaucoup plus petit que 1. Donc, on voit que si jamais un HI est proche de 1, ça veut dire que mes termes qui restent à côté, ils n'expliquent pas grand-chose dans ma régression. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prévision que vous faites pour l'individu I dépend essentiellement de l'endroit où vous vous trouviez. Ça, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe parce que ça veut dire que votre modèle, il est essentiellement construit à partir de cette observation. Donc ça, c'est un problème. Ça veut dire que votre observation, elle avait beaucoup trop d'importance. Votre observation I. D'accord? Donc ce HI proche de 1, c'est quelque chose qu'on veut éviter et c'est pour ça qu'on donne un poids. Donc c'est pour ça qu'on divise par ce 1 moins HI. C'est que si jamais je suis proche de 1, je veux le faire exploser ce point. Il aura une variance complètement délirante. Enfin, il sera très très loin de mon résidu sera très important pour dire que ce point-là, il a un problème et il est aberrant. Il est aberrant parce qu'il joue un rôle trop important dans sa propre prévision. Okay, ce qui veut dire aussi que si jamais j'avais pas eu cette observation, la prévision que j'aurais faite, elle serait très différente. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est que si jamais, désolé, j'écris dans tous les sens, mais si jamais au contraire j'ai des valeurs qui sont proches de 0, ça veut dire que la prévision, mon point YI n'influence pas trop lui-même. Donc en gros, si jamais l'observation n'avait pas été là, ça n'aurait pas été grave, j'aurais prédit la même chose. D'accord? Donc ça, c'est une situation qui nous intéresse le plus. Donc vraiment, ce HI et surtout la position par rapport à 1 va être une grandeur qui va être très importante. D'accord? Donc étudier la diagonale de cette matrice de projection va être un problème essentiel par la suite.
Alors, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Encore une fois, c'est vraiment une littérature qui remonte aux années 70-80 sur les notions de points aberrants, d'outliers ou ce genre de choses. Il y a pas mal de règles qui avaient été énoncées, donc en particulier donc, sur ce qui va devenir ce qu'on va appeler un point de levier. D'accord. J'aurais peut-être dû le mettre en rouge pour que ce soit plus clair. Un point levier, c'est un point pour lequel, si jamais vous l'enleviez de votre régression, la prévision aurait été sensiblement différente. Donc c'est un point, alors levier on le verra parce que je vous ferai des dessins par la suite, juste après, c'est quelque chose qui va vous changer complètement votre régression. Vous l'enlevez, vous avez autre chose. Okay. Donc ça peut se voir sur les bêta chapeaux. Donc on pourrait récupérer les bêta chapeaux dans lesquels j'ai pas construit ma régression, j'avais pas mon individu I. Okay. Mais je peux le voir en fait directement sur mes matrices HI. Donc j'ai pas besoin de faire formellement une régression. Je peux juste récupérer mes matrices H et suivant les valeurs de mes HI, on peut voir qu'on a des points qui sont trop influents. Okay, dans le sens où si jamais ils n'avaient pas été là, ils auraient changé votre régression. Et ça, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon, surtout quand vous avez une observation qui vous fait toute votre régression. C'est qu'il y a un souci. Okay, donc je suis vraiment dans cette discussion autour de la validité de votre modèle, de diagnostic. Okay. Si jamais il y a un point qui vous fausse la régression, faites quelque chose. Okay. Et soit il y a quelque chose qui ne va pas dans vos données, soit vous avez raté quelque chose dans votre modèle, mais ce n'est pas possible qu'une observation sur 200 vous construise tout votre modèle. Il y a vraiment un souci. Okay. Alors les choses, il y a plein de règles, d'espèces de règles du pouce pour dire qu'une observation est aberrante. L'approche la plus classique et la plus retenue, c'est souvent celle qui était proposée par Hubert dans son livre de statistiques robustes, qui consiste à dire que je vais comparer par rapport à un demi. Okay. Donc je vous avais dit, on est entre 0 et 1. Okay. 0 c'est super, proche de 1 c'est gênant. Okay. Ce que dit Hubert, c'est que déjà à partir de 1,5, c'est vrai, je ne vais pas dire inquiétant, mais c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Okay. Si vous regardez des livres plus anciens, on vous demande même de regarder à 2P sur N, c'est-à-dire que quand vous avez deux observations, une variable explicative, c'est-à-dire la constante et votre X, dès lors que vous dépassez 4 sur N, vous devriez déjà vous poser des questions. D'accord. Donc on voit que dès que le HI devient grand, et le grand peut commencer très très tôt, on peut avoir des soucis. Il y a pas mal de choses qui ont été faites autour de ces constructions autour des HI. Je vais juste vous parler d'une grandeur, parce que c'est classique dans tous les programmes, c'est renvoyé sous R, c'est le programme dans les examens de la SO1. C'est ce qui s'appelle la distance de Cook. Donc la distance de Cook, c'est une mesure, une métrique qui est adoptée pour regarder nos individus, nos observations I, et se demander est-ce qu'il y en a qui ne seraient pas un peu aberrantes. Okay, enfin, aberrantes, pardon. Pas aberrantes, mais qui seraient un point de levier. Donc je pourrais me contenter de regarder mes HI. Mes HI me donnent une information. La distance de Cook est un outil qui permet d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, elle a une interprétation assez simple, c'est basé sur un test de est-ce que, donc encore une fois, je me pose pour un individu I la question suivante, est-ce que bêta chapeau I, il est proche ou pas de bêta chapeau? Okay. Bah, si jamais je me pose la question de savoir si c'est proche, c'est assez facile. J'ai envie de prendre une distance, genre une distance euclidienne. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont des vecteurs. C'est juste que dans un cas, je m'intéresse à ma régression sur mes n données, c'est le cas de droite, et dans l'autre cas, je m'intéresse à mes régressions sur mes n-1 observations, où j'ai enlevé ma y observation. Je me demande juste, est-ce que à la fois ma pente et ma constante sont proches? Okay, c'est un problème en multivarié. Donc je vais prendre une distance euclidienne. Donc là, c'est classiquement, j'aurais envie de dire, je vais prendre mon bêta chapeau, où j'enlève i, mon bêta chapeau transposé, un bêta chapeau moins bêta chapeau, celui où j'enlève ma y observation, blablabla. Ça c'est mignon, c'est une distance euclidienne, c'est une distance classique pour voir si deux objets multivariés sont proches. Sauf que, il y a un problème, c'est que ma pente et ma constante, ou même deux coefficients, un qui serait sur des montants en dollars et l'autre qui serait sur des superficies en pieds carrés, il n'y a pas de raison pour que les unités coïncident. Donc je vais avoir un bêta chapeau 1 qui serait à 800, puis l'autre qui sera à 0,02. Donc je ne peux pas les comparer comme ça. Donc l'idée, c'est de prendre la distance de Mahalanobis, qui consiste juste à dire, je vais diviser par la variance. D'accord. Donc cette distance quadratique, je la divise par la variance. Donc techniquement, la variance, je vous rappelle que c'est un truc en sigma 2, x transposé x moins 1. Donc divisé par la variance, on voit apparaître le x transposé x au numérateur, et j'ai mon p chapeau carré qui apparaît, enfin mon sigma chapeau carré qui apparaît au dénominateur. Ok, donc cette distance, elle dit quoi? Elle dit juste, je mesure une distance, une espèce de test de Wald, okay, ou de distance de Mahalanobis, construite sur ma IM observation. Si jamais cette valeur est trop importante, c'est qu'il y a un souci. Okay.
Il s'avère que, on a une propriété assez marrante de cet estimateur, c'est qu'en fait, il s'écrit tout simplement avec les HI. Okay, c'est qu'en fait, on voit apparaître le carré de notre résidu, okay, multiplié par. Donc ces résidus, encore une fois, ils sont centrés réduits. Hein. C'est par construction, c'est des grandeurs qui sont supposées être d'espérance 0 et de norme 1, et même plus précisément, on sait que si jamais j'avais transformé le sigma chapeau par l'estimateur, on enlève les observations, etc., j'ai le carré d'une loi de Stülen, donc on maîtrise assez bien cette grandeur-là. Ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on voit apparaître explicitement le HI sur 1 moins HI. Okay. Donc dès lors que je commence à avoir des valeurs qui sont proches de 1, cette valeur va devenir très très grande, donc je vais effectivement avoir un effet levier très très fort, et au contraire, si jamais mon HI est proche de 0, je vais avoir un effet très très faible. D'accord? Donc, on a une grandeur, comme je le dis un peu dans la dernière phrase, qui va faire intervenir ces deux termes. Les notions qui sont associées à mes notions de levier, donc c'est un point qui a une influence très très forte dans ma régression, et c'est un point qui est aberrant. Okay, donc je fais un mix des deux. Okay, donc la distance de Cook est une grandeur assez classique pour voir s'il y a des problèmes dans votre base de données sur des points qui seraient un peu particuliers. Okay, j'arrête là pour la théorie. Je vais vous montrer des petits exemples par la suite pour essayer de discuter de ça. Et je vais prendre pour faire ça une base un peu particulière. C'est une base qui avait été créée par Anscombe il y a quelques temps, qui est ce qu'on appelle le quartet d'Anscombe, qui est une base dans laquelle on a de mémoire 11 observations. Okay, donc la base, la base traîne dans R, c'est ce qui s'appelle la base Anscombe. Donc dans cette base, il y a à la fois du x1, y1, x2, y2, x3, y3, y4, essentiellement parce que j'ai 4 jeux de données à l'intérieur. Okay, chaque fois, on a 11 observations. Le point particulier de cette régression, c'est que les points, le nuage de points est fondamentalement différent. Donc le modèle sous-jacent est fondamentalement différent, mais quand je fit un modèle linéaire, j'obtiens toujours rigoureusement la même sortie. Okay, donc la conclusion générale du modèle du papier Anscombe, c'était de dire, vous ne vous contentez pas de regarder une sortie de régression, regardez toujours les graphiques de vos données, parce qu'une sortie ne vous dit pas ce qui se passe. Okay, alors moi, je vais vous faire des dessins, mais je veux surtout vous dire, regardez vos résidus studentisés et regardez les HI. Donc, je vous ai mis la première base. Donc, la première base est une base assez standard. Okay, j'ai des petits points qui sont assez classiques, qui se baladent comme ça. On voit qu'on a une espèce de tendance linéaire à la hausse. D'accord ? Donc, on a un modèle qui semble assez pertinent. D'accord ? Alors, je vous ai mis plusieurs informations. Ici, je vous ai mis les HI. Donc, je vous ai mis les termes diagonaux de votre matrice, ce que j'avais noté avec un H minuscule, pardon. Donc, je récupère ici les termes diagonaux de ma matrice chapeau. Ici, je vous mets la distance de Cook. En dessous, je vous mets les résidus. Et ensuite, je vous mets les TI chapeau. Enfin, pardon, les TI, je n'avais pas mis de chapeau pour mes TI. C'était du T indice. OK, ou plutôt c'était du TI. Je ne sais plus comment je l'avais noté, mais peu importe. Voilà. Donc, c'est mes résidus studentisés qui ont été construits sur mes données. Ok, donc j'ai ces 4 grandeurs dont je parle depuis tout à l'heure, et je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble pour de vrai quand j'ai des données. Donc on voit qu'on a quelque chose qui nous dit qu'on est relativement raisonnable, dans le sens où mes résidus de base, ils sont effectivement dans une espèce d'intervalle de confiance, plus ou moins, pardon, ici ça doit être mes résidus divisés par sigma chapeau quand même. Donc on a des résidus qui sont on va dire homocédastiques, d'accord, donc il n'y a pas de souci. Les TI correspondent à peu près. Donc on voit que les TI correspondent à peu près à mes epsilon et chapeaux normalisés. Donc ça vient d'où? Ça vient essentiellement du fait que mes HI sont à peu près stables. Alors il y a peut-être une petite subtilité qui consiste à observer qu'au centre, mes HI sont un peu plus faibles, mais ça c'est assez, on voit que on passe quand même très très bien au centre, d'accord. Donc on a ce genre de graphique, on voit qu'on est assez loin des 0.5. Ok, ma distance de Cook, elle est relativement faible. Donc le point le plus influent, c'est le point dit 3, en tout cas qui est ici, qui est le point qui est là. Donc on voit que il n'a rien de particulier, si ce n'est que, petite remarque au passage, si jamais vous regardez au-delà de
de mémoire genre la troisième observation. Donc, si vous regardez à partir d'ici, c'est le seul résidu qui soit négatif. Okay. Donc, peut-être qu'il peut avoir une influence un peu particulière. Encore une fois, j'ai 2 résidus qui sont au-dessus. Il y en a 3 où je passe quasiment par le nuage de points. Okay. Donc, c'est un point qui est peut-être effectivement un tout petit peu loin, mais ça reste relativement marginal. Okay. Donc, ça, c'est la base dans laquelle tout se passe bien. L'idée dans Scrum, c'est de vous créer, encore une fois, 3 autres jeux de données qui vont vous donner la même sortie de régression que celle-là. Donc, en particulier, vous aurez la même pente, le même R2, le même R2 ajusté de mémoire, vous aurez les mêmes statistiques de test, voilà, tout va vous donner la même sortie. Ok, je suis sur le deuxième. On voit que la sortie de régression est la même. J'ai la même droite de régression, encore une fois, parce que j'ai construit le même modèle, fondamentalement. Sauf que là, mon modèle, on voit qu'il ne marche pas. Okay, c'est ça l'idée du diagnostic, c'est de se dire, est-ce qu'au-delà de ma sortie de régression, qui est l'étape à laquelle je m'étais arrêté juste avant, dans les séries de capsules, où je me contentais de regarder cette table, en fait, avec des valeurs, est-ce que je peux dire quelque chose? Là, je peux dire que mon modèle ne va pas. Okay, mon modèle, il a un souci. Pourquoi? Parce que, en fait, ça se voit avec des yeux. Okay, c'est que mon modèle, j'aurais plutôt envie de mettre quelque chose de quadratique. Okay, donc, comment est-ce que je peux le voir sur mes données? Quand je regarde ici mes résidus en fonction des x, okay, je n'ai pas dit, mais mes résidus sont tout représentés en fonction des x. Okay, mes résidus sont un peu particuliers dans le sens où j'observe cette fonction-là, c'est-à-dire sur les petites valeurs, je suis négatif, sur les valeurs intermédiaires, je suis positif, et sur les valeurs d'après, je suis négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement, si jamais je dois faire une prévision ici, ma prévision théorique me dirait, je dois prévoir la valeur qui est là, je sais que j'ai un estimateur sans biais, etc. Je ne suis pas très satisfait de ma prévision, quoi. Je sais quand même qu'il y a pas mal de chances d'être plutôt au-dessus. Mes résidus sont tous positifs ici. Okay, donc, c'est ça l'idée de ce diagnostic, c'est de se rendre compte que quand vous regardez les résidus en fonction de vos x, par exemple, ce qui est la première fonction que vous avez quand vous faites plot de LM, vous allez avoir ce graphique-là, il y a un souci. Okay, mais je le vois, alors, je ne vois pas exactement qu'il y a des points influents. Okay, il n'y a pas des points influents ici. On voit que ma matrice chapeau, j'ai à peu près les mêmes valeurs que tantôt. Okay, donc, je vous rappelle qu'en moyenne, j'ai 11 observations. Donc, le HII moyen, je vous rappelle que la somme des HII, c'est la somme des HII, c'est P. Donc, en l'occurrence, c'est 2. Okay, donc, en moyenne, je dois être à peu près à 2 sur 11. C'est-à-dire, sauf erreur, un tout petit peu en dessous de 0,2. Okay, donc, en moyenne, je devrais être par ici. Donc, on voit effectivement qu'on descend un peu en dessous et qu'on remonte. Okay, mais ça reste du même ordre que tantôt. Par contre, si je regarde ma distance de Cook, on a un problème. D'accord? Donc, le problème ne vient pas du fait que j'ai des points qui sont influents, mais j'ai peut-être des choses un petit peu aberrantes. Okay, j'ai manifestement des erreurs qui sont un peu importantes sur les bords, et c'est un peu ce que ça nous raconte. Okay, donc ça, on ne le voit pas forcément de manière très explicite sur ces graphiques-là. Il vaut mieux regarder le graphique de mon X et de mon Y pour voir qu'il y a un problème. Modèle 3. Toujours ma droite de régression, mais encore une fois, j'aurai toujours du 3 plus 1 demi de x. Okay, alors, et toujours mon R2, enfin voilà, toujours les mêmes statistiques, toujours le même sigma. Ici, par contre, j'ai un souci, c'est que mes points, en fait, techniquement, ils sont tous alignés suivant cette droite-là. Donc, ils sont tous alignés suivant une droite qui est beaucoup plus faible, sauf une observation qui est beaucoup plus haute. Donc ça, c'est un problème un petit peu gênant parce que ce que ça vous dit, c'est si jamais cette observation n'avait pas été là, j'aurais une régression qui serait radicalement différente. Okay, donc ça, c'est pas un problème de, enfin c'est typiquement un problème de points aberrants. Okay, donc que je vais capturer ici. Donc j'ai un point pour lequel j'ai un résidu qui est beaucoup trop important. Okay, donc je l'observe sur ma distance de Cook qui est en train de partir de manière très 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 élevée. Donc ce point est très important. Je le vois aussi sur mes résidus. Okay, donc sur mes résidus, on voit que ce point, il a une valeur qui est beaucoup trop importante. Ok, j'atteins 3, qui est normalement quelque chose qu'on obtient assez rarement avec une loi de Student. Okay, donc, on peut observer, en particulier avec la distance de Cook, qu'on a un point aberrant. Donc, c'est pas un point aberrant dans le sens où mon erreur est très importante. D'accord? Dernier exemple, cet exemple un petit peu particulier, où j'ai tous mes points qui, au contraire, sont aussi alignés sur une droite, mais cette fois-ci, la droite est très particulière dans le sens où tous mes points sont verticaux et j'ai un point qui se trouve tout en haut à droite. Alors ça, c'est un problème qui est caractéristique d'un point levier.
D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle d'effet levier, c'est que si jamais j'avais pas cette observation, c'est facile, ma régression, elle me dirait, je suis quelque chose comme ça. D'accord? Donc encore une fois, c'est un exemple un petit peu extrême. L'idée, c'est de construire des prédicteurs qui soient toujours qui nous donnent la même sortie. Enfin, pas des prédicteurs. Un modèle qui soit toujours le même. Okay, mais ce qu'on voit très clairement apparaître, c'est que bah, si jamais cette observation n'était pas là, j'aurais quelque chose de totalement différent. Donc ici, ça me donne carrément un HI qui vaut, qui vaut, qui vaut, euh, qui vaut 1. D'accord? Donc en fait, mes résidus studiotisés, en fait, ils n'existent même plus, puisque je pars à l'infini. D'accord? Donc, ouais, on a un petit souci, c'est qu'effectivement, ce point-là nous pose un vrai problème. Il est complètement aberrant. D'accord? Donc, j'arrive même plus à récupérer la distance de Cook, encore une fois, parce que je divise par du 1 moins HII au dénominateur. D'accord? Donc ça, c'est un problème typique de point levier. Donc là, c'est le point levier extrême. Okay, si jamais je l'enlève, j'ai quelque chose de complètement différent. Okay, c'est ce point-là qui vous fait la régression. D'accord? Le point, enfin, encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, regardez votre régression, elle passe ici par le point moyen de ces individus-là et ce point-là. Okay, si jamais ce point n'avait pas été là, j'aurais quelque chose de totalement différent. Okay, donc ça, c'est caractéristique d'un point levier, c'est un point qui va vous tirer votre régression. Donc ça pourrait apparaître, alors vous l'aurez de manière un peu moins flagrante, mais si jamais vous avez des données qui sont comme ça, et que tout d'un coup vous mettez un point ici, alors dans ces cas-là, votre régression qui aurait dû être par là, elle va se trouver complètement tirée vers le bas. Okay, donc ça va vous donner un point, une droite de régression qui va être totalement différente à cause de ce point-là. Donc ça, c'est gênant parce que ça veut dire que ce point-là, vous ne l'auriez pas observé, vous auriez quelque chose de totalement différent. Donc ça vous met dans une situation un petit peu délicate qui consiste à dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars du fait que ce point-là ne va pas se reproduire et j'aurais tout intérêt à prendre la première régression que j'avais et de me dire, ici, dans 95% des cas, j'ai une bonne régression. Okay, ou de vous dire, bah non, il faudrait quand même que je tienne compte du fait que peut-être je pourrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est un problème qui peut paraître un petit peu théorique, qui est en fait un vrai problème pratique. Donc là, on est vraiment dans des modèles appliqués, okay, pour lesquels je n'ai pas de réponse à vous apporter. Et en particulier, je suis désolé de vous imposer ça, mais c'est le problème classique des modèles en actuariat qui consiste à dire, quand vous allez vous mettre les coûts de sinistre en fonction de l'âge, vous serez peut-être sur des choses comme ça, puis vous aurez un point qui sera très élevé, et ensuite vous repartez très très bas. Donc ça, c'est un problème typique de données dans lesquelles vous avez des coûts de sinistre en RC qui sont très 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 importants. Qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous laissez un modèle qui vous dit oui, là, j'ai une influence sur le coût, ou au contraire de dire non, il est relativement stable, mais il y a eu un point aberrant pour une personne de 50 ans, donc ça me tire la régression peut-être vers le haut. Qu'est-ce que vous faites? Okay, c'est un vrai problème compliqué, pour lequel ce n'est pas un problème de maths, c'est un problème de pratique. Okay, donc c'est pas un problème de théorie économétrique, c'est vraiment un problème de comment je fais en pratique et qu'est-ce que je veux faire. Donc on pourrait discuter longuement de cet exemple-là. En particulier, peut-être un peu plus sur l'exemple d'avant, où on pourrait introduire une notion de régression quantile. Okay, l'exemple d'avant est assez classique d'une régression quantile où on vous dit, ce que je veux pas, c'est pas. Pourquoi est-ce que la régression a fait ça? C'est essentiellement un problème de moindre carré. C'est que le résidu qui est important, il a un résidu en epsilon i. Quand je fais mon modèle, je minimise la somme des carrés des erreurs. Une erreur qui vaut un 5, elle aura un point de 25 dans mon modèle, parce que je vais avoir du sigma 2 au carré. Donc si jamais j'ai une distance de 5, peut-être que je préfère me dire, c'est peut-être mieux d'avoir 4, parce que 4 au carré, ça me fait que 16, puis de mettre une erreur de 1 partout. Okay, donc je préfère me tromper un petit peu partout et d'avoir une erreur moyennement importante sur le point aberrant, okay, que de me tromper énormément sur un point très aberrant et me tromper de 0 sur tous les autres. D'accord, donc le fait qu'on ait un carré fait que ça va avoir une influence potentiellement importante sur votre régression. Okay, donc là, la solution pourrait être de dire, en fait, je ne veux pas être bon pour une minimisation de la somme des carrés, mais plutôt sur des valeurs absolues. En fait, si jamais vous le faisiez avec des valeurs absolues, ce qu'on montrerait, c'est qu'en fait, il vous ferait cette prévision-là. Donc cette prévision-là, l'avantage, c'est qu'en fait, dans 95% des cas, vous aurez une prévision parfaite. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un arbitrage philosophique entre est-ce que je préfère un modèle qui soit bon en moyenne, en sachant que potentiellement, je peux avoir des points assez loin, ou est-ce que être bon dans 95% des cas me suffit parce que je n'aurai pas beaucoup d'observations. Okay, donc on n'est plus dans un problème de théorème de propriété, on est vraiment dans un cas pratique de qu'est-ce que je peux faire avec mes données, avec mes données que j'ai dans ma base pour faire quelque chose qui ait du sens. Moi, je vous donne des outils. Encore une fois, la régression quantile, on n'en parlera pas parce que ça sort de cadre du cours. Ça sera abordé dans le cours suivant d'ACT 6100. Mais voilà, c'est un outil qui nous permet quand même de dire des choses. Donc, il y a pas mal d'outils dans notre boîte à outils qui nous permettront de faire des choses dans des situations pareilles. Malheureusement, pas dans ce cours-là. Mais voilà, sachez qu'il y a pas mal de techniques. On a des techniques, en tout cas, pour les repérer. Okay,
la distance de coût en fait partie. Et encore une fois, quand vous faites votre fonction LM, okay, vous pouvez faire un plot de l'objet qui va être associé. Et vous verrez, il va vous donner des distances de coût, qui va vous donner toutes sortes de choses. Ok, j'arrête là pour cette capsule et on se retrouve pour d'autres discussions par la suite sur d'autres sujets. À très bientôt.